Ce livre, je l'ai construit comme une sorte de triangle, en fait, autour de trois questions qui se posent depuis ces dernières années, à savoir que fait-on du mot genre, c'est-à-dire du concept genre, que fait-on des images qu'on appelle des stéréotypes, et que fait-on de la nudité utilisée par les femmes pour militer, dire quelque chose, en tout cas s'engager autour d'un dossier. Alors le pari, le concept, genre, c'est ce que j'appelle un pari, c'est-à-dire une sorte de promesse d'un nouveau terme qui permettrait de poser une nouvelle question ou de fédérer des questions en cours. Mais il ne suffit pas de dire que c'est une solution, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que, est-ce qu'on l'emploie au singulier? Normalement, si c'est un concept, oui. Si on l'emploie au pluriel, on risque de retomber sur ce qu'on voulait écarter, à savoir les hommes, les femmes, le masculin, le féminin, et on retombe sur ce qu'on voulait justement, cette dualité empêcher avec le mot genre. Et puis il y a aussi le fait qu'on pourrait abandonner le mot sexe. Et moi, la philosophe, je suis contre. C'est-à-dire le sexe serait biologique et le genre serait social. Je crois que cela, il faut complètement le mettre en cause, d'abord parce que le modèle nature-culture n'est plus pertinent et que sexe, c'est pas seulement le naturel et genre seulement le social. Bon voilà, j'ai tourné autour de toutes ces questions pour essayer non pas de récuser le mot genre, mais de lui donner au contraire toutes ces dimensions problématiques. Ensuite, il y a une deuxième question qui revient, mais qui change un peu grâce au ciel. Et je le remarque avec la réédition de ce livre, qui était donc paru en 2014 d'abord. C'est ce qu'on appelle la lutte contre les stéréotypes. Le rose et bleu pour dire vite. Et moi, ça m'a toujours gênée, parce que stéréotype, c'est comme un mot qui dit un invariant, qui dit les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Ça renvoie à une sorte de structure sociale. Donc je conteste non pas la lutte contre des images qu'on critique, mais le fait que ça soit ce mot-là, stéréotype, que je propose de remplacer par le mot cliché. Et d'ailleurs, j'observe depuis 4 ans que le mot cliché fait des progrès. Alors je sais pas, je suis plutôt contente, parce que qu'est-ce que c'est qu'un cliché? Un cliché, c'est la répétition du même. Donc ça renvoie pas à une essence qui justement va se renvoyer avec des partages soi-disant entre le bleu et le rose, ou entre les filles et les garçons. Ah, j'ai mis les filles du côté du bleu et les garçons du côté du rose, je vois. Mais c'est que le cliché, qui vient d'abord d'un terme typographique et qui est devenu un terme photographique, c'est simplement le multiple. Et on multiplie les images qui disent toutes la même chose. Donc moi, je vote et je soutiens le mot cliché contre le mot stéréotype. Bon, la lutte contre les stéréotypes est encore une expression qu'on rencontre. Mais je trouve qu'elle diminue et j'en suis pas mécontente, d'autant que je propose une deuxième chose, qui n'est pas seulement s'intéresser à ce qui nous opprime et ce qui nous oppresse, à savoir le stéréotype et le cliché, mais aussi aux images qui nous stimulent, ce qu'on appelle le modèle. Et de privilégier l'image. Moi je sais que comme mère de famille, j'ai vécu aussi tout ça, comme citoyenne aussi, et aussi dans mon travail, puisque je travaille moi sur les discours de l'émancipation et non pas les analyses de la domination. C'est-à-dire au fond comment depuis des siècles les femmes se débrouillent pour faire d'une façon ou d'une autre, et que c'est un espace de pensée extrêmement, extrêmement riche. Donc parler de modèle aux enfants, mais aussi aux grands, c'est les renvoyer à des images positives. Alors, qui peuvent susciter l'identification ou pas. La question n'est pas là. C'est ça qui peut peut-être sortir aussi des préjugés qui seraient tous les gens sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça, qui sont au fond la vieille histoire qu'on juge avant de savoir. Au moins le modèle nous force à réfléchir. Et puis le troisième point, qui est celui sur la question de la nudité, la nudité et la vérité. C'est-à-dire ce que j'appelle finalement la nudité politique. Non pas parce qu'on fait de la nudité tout de suite une affaire de morale, ou une affaire de censure sociale, etc. Mais c'est aussi une pratique, et une pratique politique finalement qui est assez ancienne, et qui peut perdurer, et qui se trouve dans des pays du monde qu'on n'imagine pas. Au Mexique, par exemple, pour défendre sa terre que l'État veut voler, ou en Chine, parce que des étudiantes en ont assez. Donc c'est pas seulement l'histoire, comme on avait surtout l'habitude de dire, ce sont les femmes, donc ce sont des femmes blanches, et puis évidemment elles peuvent se dénuder, etc. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est d'abord une pratique politique qu'on a vue aussi en Afrique, et aussi la question d'écrire sur son corps.
Moi, j'ai vu par exemple en Espagne, quand elles ont résisté à un changement de loi sur l'avortement, en disant mais mon corps m'appartient, mon ventre est à moi, il n'est pas à toi, hors de mon ventre. Je crois que c'était ça le slogan espagnol à l'époque. Donc je trouve que l'idée dans ce bavardage audiovisuel dans lequel on se trouve, avec des images qui se succèdent sans cesse, c'est vrai que cette stratégie ou cette, disons, pratique de la nudité est une façon de nous interrompre. Nous disent regardez, il se passe quelque chose, regardez, il y a quelque chose à voir. Et c'est tout l'usage qu'on peut faire aussi du corps, parce que je prenais un autre exemple qui est connu ici en France, qu'on appelle les activistes, qui s'appellent la barbe, et qui se mettent une barbe pour monter sur des tribunes où il n'y a que des hommes, pour aller les remercier en disant merci beaucoup, enfin vous êtes entre vous, merci Paul, Pierre, Jacques, etc. Et alors elles mettent une barbe, donc c'est le contraire, là elles se cachent, mais pour ressembler à l'autre. Donc les usages que finalement la pratique politique peut faire du corps, c'est assez intéressant. Quant à l'histoire de la nudité, elle est longue. Elle est longue parce qu'elle a été contestée au XIXe siècle, et notamment avec des gens comme Nietzsche, etc., pour dire que ça n'allait plus représenter la vérité. Ça, c'était une allégorie de l'Antiquité, une allégorie donc très ancienne, et que, au fond, avec la fin de la métaphysique, avec la mort de Dieu, peut-être qu'il n'y a plus d'idole, comme dirait Nietzsche, et que finalement on peut dissocier la vérité de la nudité. Et que les hommes ne sont pas là pour dévoiler le corps des femmes de manière à accéder à la science. Il faut dévoiler la vérité, et comme ça on saura. Je cite volontiers un sculpteur de la fin du 19e siècle qui s'appelle Barrias, qui a fait une sculpture qu'on voit dans l'ancienne école de médecine de Paris, où là c'est une femme qui se dévoile devant la science. C'est-à-dire c'est elle le sujet. Elle n'est pas l'objet qu'on dévoile, c'est moi, si vous voulez voir la vérité, ben si vous voulez, d'accord, ok, j'enlève ma tunique. Et je trouve que c'est... Donc il y a un jeu aussi autour de tout ça, c'est-à-dire comment finalement on accède à la vérité, en voilant, en dévoilant, et qui voile et qui dévoile. Donc ça fait partie aussi de l'évolution de l'émancipation ou de l'égalité des sexes. D'accord. À qui s'adresse ce livre ? Alors ce livre a été construit comme un livre d'intervention. C'est-à-dire que, si vous voulez très précis, si vous voulez l'historique précis, c'est que j'en avais assez qu'on me téléphone, les médias ou les associations, pour que j'intervienne sur la lutte contre les stéréotypes, sur le genre. J'ai dit bon, pour que ça s'arrête, je vais écrire un livre et au fur et à mesure que je mettais ensemble ces thématiques, je me suis rendu compte à quel point elles s'encastraient les unes dans les autres. C'est ce que j'ai appelé à la fin dans le post-scriptum que je fais pour cette année, la multiple vérité, qui est un terme de Simone de Beauvoir. Et c'est vrai que c'est pas un livre que j'ai décidé d'écrire par rapport à mes recherches, c'est plutôt un livre pour faire la synthèse sur des débats en cours, des débats des années 2010, 2015 et jusqu'à aujourd'hui, faire la synthèse sur des débats en cours. Alors, personnellement, c'était pour qu'on cesse de me poser des questions où j'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais aussi ça me permettait évidemment d'approfondir mes réponses et de les synthétiser. Et j'ai pensé que ces débats, comme ils étaient tellement répétitifs, ça veut dire qu'ils étaient très importants, et que donc il était aussi de ma responsabilité, en tout cas que ça faisait partie de mon travail que de synthétiser tout ça. Mais c'est pas un livre de recherche, c'est un livre d'intervention. Merci.